Si vous n'avez pas vu, François-Noël Buffet est même soumis au vote du Sénat pour savoir s'il sera notre prochain défenseur des droits. On va se parler du coup de qui est François-Noël Buffet. Du coup, comme le titre Le Monde, la possible nomination de François-Noël Buffet, figure de la droite conservatrice au poste de défenseur des droits, ulcère associations et syndicats. Pourquoi ? Très étrange. Très étrange. Qui est ce François-Noël Buffet dont tout le monde parle depuis une semaine que Macron a proposé, voilà, en tant que défenseur de droits? Eh ben, je vous ai préparé une petite liste de qui est cette personne. François-Noël Buffet, déjà, il est au Sénat avec l'étiquette des Républicains. Les Républicains, on connaît un peu, voilà, ce parti qui s'extrême droitise de plus en plus, avec à sa tête Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez qui a même lui été au LR. Bon, on a tout un tas d'hideuses personnes, Valérie Pécresse, on a qui d'autre ? Attends, il y a qui d'autre au LR ? Bon, il y a eu énormément de gens, il y a eu Éric Ciotti, il y a eu une petite scission, il y en a qui ont rejoint l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, mais aujourd'hui, Wauquiez et d'autres personnes dans le sillage de LR aimeraient une union des droites, pas des droites avec seulement les macronistes, mais des droites avec l'extrême droite. Donc voilà un peu déjà où se situe François-Noël Buffet sur l'échiquier politique. Déjà, un gros bémol sur une personne du coup ultra réactionnaire et dans le contexte qu'on connaît. C'est quelqu'un d'horrible et d'absolument pas légitime à être défenseur des droits au vu de ses positions. Exactement, je suis assez d'accord. On va aussi pouvoir discuter de ce qu'est la position, à quoi ça sert le défenseur des droits, et on peut aussi après, on va parler un peu de Jacques Toubon, qui a été aussi défenseur des droits et pourtant qui a été une grande personnalité sous Jacques Chirac, de la droite dure. Et Jacques Chirac, c'était pas un tendre du tout. Aujourd'hui, on a tendance un peu à l'oublier, mais Jacques Chirac, c'était un très très dur. Et à ses côtés, il avait un Jacques Toubon qui est devenu défenseur des droits et qui est devenu après un peu une égérie de la gauche. Donc voilà, on va aussi discuter de ça. Donc en gros, François-Noël Buffet, on va se refaire un petit parcours politique si vous voulez, si vous le connaissez pas. François-Noël Buffet, en 2013, il a participé à la Marche pour tous. Voilà, la Marche pour tous, c'était un papa, une maman. Voilà, un papa et une maman font une famille. Voilà, déjà en 2013, donc il était déjà contre les droits des minorités, contre le mariage gay. Voilà, il l'a aussi encore une fois prouvé, parce qu'il a voté contre l'ouverture des PMA à toutes les femmes. Il s'est aussi abstenu sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ça c'était l'année dernière. Voilà, on sait aujourd'hui quelle avancée ça fait à l'heure où en Europe, dans toute l'Europe, il y a, et même du coup aux États-Unis, dans certains États, il y a l'IVG qui n'est plus tellement accessible à toutes les personnes, même s'il est toujours officiellement ouvert, notamment en Italie par exemple, où l'objectif c'est de réduire les aides, de dépenser toujours plus, donc ça permet pas aux personnes les plus précaires de faire l'IVG, il y a des déremboursements, enfin il y a énormément de manœuvres qui sont faites pour empêcher ça, et donc mettre l'IVG dans la Constitution, c'est aussi mettre un petit coup de vis et empêcher que ça soit un droit qui soit retiré si l'extrême droite arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a voulu faire aussi François-Noël Buffet ? Il a aussi voulu supprimer l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État, donc c'est pour les personnes qui n'ont pas leur papier. Ça, on en avait parlé déjà il y a 1 ou 2 semaines dans ce stream, ce que t'es l'AME. Bon, en gros, c'est pour les personnes du coup qui n'ont pas de papier et qui n'ont pas d'argent. Il y a aussi une hauteur à ça, parce qu'on peut nous faire croire que c'est payé sur nos impôts. C'est des quantités monstres d'argent astronomiques pour... Il y avait une personne qui avait été... Enfin, ils ont balancé des fake news en mode une personne est revenue en France juste pour profiter de l'AME pour se faire changer le nez. Bref, l'AME aujourd'hui, c'est une somme dérisoire. Ça permet à une personne de toucher, je crois, de pouvoir toucher un maximum de 9000 balles. Sauf que les gens ne le savent pas, des personnes qui n'ont pas de papier. Donc bon, en gros, c'est pas ça qui est responsable de la dette. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait aussi ? En début d'année, oui, il y a eu un vote sur les AESH. Si vous n'êtes pas trop au fait, les AESH, c'est les personnes qui travaillent dans les écoles et qui aident les étudiants, les élèves. Je crois que c'est ça doit être aide aux élèves en situation de handicap. Je crois que c'est ça, AESH. Et en gros, aujourd'hui, ils ne sont pas définis comme fonctionnaires. Et notamment notre ami Jean-Noël, là, François-Noël, pardon, j'arrive pas à l'appeler Jean-Noël, et lui, il a voté contre cette intégration des AESH comme fonctionnaires. Ils auraient pu avoir du coup de sécurité de l'emploi, une hausse des salaires, enfin voilà, il y aurait eu tout ce qui est bénéfique à être fonctionnaire, quoi. Et donc lui, il a voté contre. C'est aussi des personnes en situation de précarité et aussi de minorité sociale aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, si on fait un petit résumé déjà de tout ce qu'il a fait, contre le mariage pour tous, donc contre les droits des minorités, voter contre l'ouverture des PMA, pareil. L'inscription de l'IVG, on n'est pas forcément sur des minorités, quoique un peu quand même. L'AME pour les personnes sans papier qui sont traînées dans la boue, à qui on retire leurs droits et à qui on humilie tous les jours, il est aussi dedans. Qu'est-ce qu'il a voulu faire aussi du coup ? Il a voté contre l'intégration des AESH du coup pour les personnes en situation de handicap. Je pense que il est déjà pas mal.
Et ensuite, il nous a fait aussi quelque chose. C'était au début d'année. Il a été rapporteur. Non, pas au début d'année, pardon. Du coup, c'était en 2023, je crois, l'affaire de Naël. Naël, si vous n'avez pas suivi. C'était un jeune qui a été tué par la police au volant. Voilà, il a fait un refus d'obtempérer. Et le policier lui a tiré plusieurs balles dans le corps et Naël est mort. Ça a provoqué énormément d'émeutes dans les quartiers populaires. Et il y a eu un certain François-Noël Buffet, voilà, qui a été rapporteur des émeutes de juin 2023. François-Noël Buffet. Bon, on va pas tout lire évidemment, après, quoique c'est assez rapide, mais à quoi servait déjà ce document? Ça servait à interroger les instruments dont dispose l'État pour assurer le rétablissement rapide de l'ordre public face à des violences urbaines, puis le maintien de l'ordre public ainsi restauré dans le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. On connaît tout le bullshit. Alors qu'est-ce qu'il nous préconiserait, François-Noël Buffet? Eh ben lui, il nous propose, voilà, plus précisément, la mission préconise un renforcement des capacités de production des munitions et des armements de la filière industrielle, ainsi qu'une augmentation des quotas de munitions des armes de force intermédiaires, ainsi que des armes classiques, en profitant du développement d'un prochain système d'information sur les armes. Elle juge également indispensable de poursuivre le déploiement et l'équipement systématique des caméras piétons et constituer des stocks pour un déploiement rapide en cas de mobilisation de forces en contexte émeutier. Voilà. Donc voilà ce que préconise François-Noël Buffet à l'issue des émeutes de Naël. Voilà, encore un renforcement autoritaire, sécuritaire. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes comprennent un peu que les caméras ne servent pas à grand-chose en réalité. Elles ne font pas baisser le taux de criminalité, le taux de problèmes, voilà, en réalité. Elles coûtent énormément d'argent. Donc, mettre des caméras n'est pas une solution. On l'a vu partout. Ça ne fait pas débaisser la sécurité. Et pourtant, ça fait augmenter le budget. Et c'est assez colossal. Je crois que c'est 10 000 balles le fait de poser une caméra. Ce qui est beaucoup moins cher du coup que de mettre en place une police de proximité. Bon, après, la police de proximité, aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Mais en tout cas, voilà. Mettre des caméras partout, ça ne sert pas à grand chose, à part fliquer, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un truc de flicage, de l'IA qui va commencer petit à petit à retenir les têtes. Ça a déjà été mis en place pendant les JO. L'objectif, c'était une forme de laboratoire, ce qui s'est passé au JO, et ça se développe de plus en plus. Et voilà, on n'est pas à douter qu'avant 2050, on soit tous un peu fliqués par les IA, et avec les outils de la reconnaissance faciale. On n'est pas encore dans ce monde, mais on y arrive tranquillement. C'est pas nouveau ce que je vais dire, mais l'extrême droite est déjà au pouvoir, quoi. Complètement. J'ai failli prendre une petite sortie d'autoroute, là. Je suis assez difficile à focus sur un sujet. Mais ouais, globalement, j'ai eu cette conversation avec une personne hier, où on parlait en gros les électeurs Castor. Et du coup, il m'a dit, mais si vous voulez voter utile, il faut pas voter Mélenchon, il faut voter Édouard Philippe. Croyez bien que j'ai failli tomber de ma chaise. Je suis en mode, mais il se fout de ma gueule, genre, comme si déjà, Édouard Philippe n'est pas déjà, comment on pourrait dire, acteur dans l'extrême droitisation du pays, et juste la voix, encore une fois, de la fascisation qui sera ensuite décalée à juste 2032. Inutile. Enfin, cette remarque était vraiment ridicule, en mode pour nos droits et pour éviter le RN, il n'y a que Édouard Philippe. Enfin, ça y est, les éléments de langage commencent à pleuvoir partout. Faut se méfier de ça. Bref. Restons sur notre François-Noël Buffet. Voilà, donc il y a un vent de panique, une grande inquiétude et un profond malaise. Le motif de cet affolement, le remplacement de Claire Hédon. Claire Hédon, qui est l'actuelle défenseuse des droits, dont le mandat prend fin le 20 juillet. Voilà, c'est dans 5 jours. Bon, là, on date... attends, ça date de quand, cet objet? Bon, ça date d'il y a 1 mois et demi, ce sujet. Mais on peut le reprendre parce qu'aujourd'hui, bon, bah voilà, c'est François-Noël Buffet qui sera le défenseur des droits. C'est presque sûr. Donc, dans ce papier, il parle, du coup, de François-Noël Buffet, connu pour ses positions très conservatrices. On les a citées juste avant. Notamment en matière d'immigration et de défense des droits LGBT. Ce qui, en gros, concernerait 75% de sa mission en tant que défenseur des droits, ouais. Alors maintenant, voilà, eux, ils parlent déjà, créé en 2011... Le défenseur des droits est une autorité indépendante, inscrite dans la Constitution, qui a pour mission de défendre toute personne qui considère que ses droits élémentaires sont bafoués, de lutter contre toute forme de discrimination, de promouvoir les droits de l'enfant, d'enquêter sur la déontologie des forces de l'ordre ou de protéger les lanceurs d'alerte. Il est censé être un lieu de contre-pouvoir, alors si les personnes nommées à ce poste ne sont même pas à même de jouer ce rôle, on affaiblit considérablement notre état de droit, dans un contexte d'atteinte de plus en plus nombreuses aux libertés et aux droits fondamentaux, notamment des étrangers. L'institution doit être renforcée par son incarnation et par ses moyens, mais surtout pas fragilisée. Alors moi, je suis pas trop d'accord, par exemple, avec la présidente de la Ligue des droits de l'homme, quand on parle il est censé être un lieu de contre-pouvoir, par exemple.
moi je trouve que c'est assez atténué la réalité, parce qu'en réalité, à quoi sert le défenseur des droits? Finalement, pas à grand chose en vrai. Oui, la dernière défenseur des droits, Claire Hédon, a fait un super taf. On va y revenir aussi sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle avait dit au début de son mandat aussi? Et qu'est-ce qu'elle est devenue petit à petit? Je ne comprends même pas que ce soit le président qui le nomme. La 5e est vraiment une merde. On va aussi parler de ça. Ce qui est assez terrifiant. Ouais. On peut d'abord commencer sur à quoi ça sert le défenseur des droits. Là, ici, on nous dit que c'est censé être un lieu de contre-pouvoir. En réalité, bon, pas tant, parce que le poste, en fait, il a aucun réel impact. Parce que ça, voilà, en tant que défenseur des droits, ça permet juste de faire des études indépendantes, ok, mais ça permet d'alerter seulement. Mais ça n'a aucun pouvoir. Ça n'a aucun pouvoir, ni même aucune influence, parce qu'ils ne doivent prendre aucune décision. L'objectif, c'est juste soumettre des rapports, sonner une petite sirène d'alarme en mode hey, attention, vous avez fait ça, c'est pas bien. Mais en réalité, globalement, le pouvoir, il s'en bat les couilles, et ça, on l'a vu notamment, pour porter plainte, genre. En fait, ça t'aide, voilà, en tant que outil d'analyse, mais en soi, c'est pas vraiment un contre-pouvoir, au sens propre, puisqu'il n'a pas de pouvoir. C'est pas vraiment un lieu de contre-pouvoir. C'est juste dire, oh, attention, on fait ça, mais en réalité, il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun impact. C'est super que ça soit indépendant. C'est super de pouvoir faire des analyses en mode regardez, attention, il y a eu plus de contrôle faciès, il y a eu tant de morts, il y a eu ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu Sainte-Soline, il y a eu les éborgneurs aux Gilets jaunes. Il y a la CNCDH qui alerte, la Ligue des droits de l'homme qui alerte toujours plus quant au maintien de l'ordre qui est de plus en plus autoritaire et de plus en plus difficile, autoritaire, sécuritaire, dangereux pour les manifestants. Voilà, donc il faut faire attention à ça, quoi. La défenseur des droits n'a pas de pouvoir coercitif, mais il peut faire de la médiation avec les administrations publiques. Il y a quand même des délégués régionaux qui te rappellent suite à ton signalement. Ils peuvent mettre en demeure sans pouvoir contraindre derrière. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Bien sûr, c'est exactement ce que... Voilà, c'est ça. Mais bon, moi je trouve qu'il faut aussi un peu euphémiser le rôle du défenseur des droits. Il alerte, c'est une très très bonne chose, c'est génial, évidemment. Mais en soi, il n'a pas vraiment de pouvoir. Et on l'a vu, par exemple, avec l'ancien directeur des droits, qui était Jacques Toubon, qui avait averti sur le danger des LBD lui, il était de 2014 à 2020. Il avait averti sur le danger des LBD bien avant les Gilets jaunes. Il avait déjà alerté sur le maintien de l'ordre français et sa dérive. Et ça, c'était avant les Gilets jaunes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé malgré que lui, il ait parlé des LBD? Il a dit attention, ça devrait être interdit. Regardez ce qui s'est passé en 2017, les éborgnés. Il y a eu 23 éborgnés, 0 condamnation. Voilà ce qui s'est passé. Et lui, pourtant, il avait alerté. Tu vois, c'est ça le problème. En fait, on te parle de contre-pouvoir, on te parle de faire des recours, de faire des analyses, d'avoir un intérêt, mais en fait, c'est un peu comme les scientifiques du GIEC, si tu veux. Ok, on a ce truc, mais on s'en bat les couilles. Donc bon, tu vois, aussi, il faut aussi se dire, bon, à quoi sert? En fait, c'est important, je dis pas que ça n'a aucune valeur, mais c'est aussi important de se dire, le défenseur des droits, en réalité, il sert pas à grand chose, quoi. Il sert pas à grand chose, il a pas vraiment de pouvoir effectif. Et c'est ça aussi, peut-être le problème, tu vois, aujourd'hui. Après, effectivement, on est un régime illibéral sous taquet en vrai, avec ce pouvoir de nomination au sommet de l'État. Ça aussi, c'est un énorme problème. Et tu vois, il y a eu pas mal d'alertes, notamment sur un Emmanuel Macron qui est en fin de mandat et qui commence un peu à continuer à balancer ses petits pions pour rester en soi au pouvoir, pour balancer des amis. Par exemple, il l'avait fait pour Amélie de Montchalin, si vous vous rappelez, qu'il a proposé, enfin qu'il a même mis tranquillement, parachuté à la Cour des comptes, à la présidence de la Cour des comptes, alors même qu'elle était, avant ça, ministre de l'Action et des Comptes publics. Donc là, il y a terriblement, encore une fois, un conflit d'intérêts où il y a une personne qui produit un certain nombre de travail et qui ensuite va se retrouver 6 mois après en tant que présidente et va devoir évaluer son propre travail. Ça, même les macronistes étaient contre. Et pourtant, Macron l'a fait. Il l'a aussi fait vis-à-vis de Marc Guillaume, qu'il a mis à la vice-présidence du Conseil d'État. Il a aussi mis Emmanuel Moulin aussi à la tête de la Banque de France. Voilà en tout cas ce qu'il fait. Ensuite, il y a d'autres politiciens qui parlent aussi, attention, des manœuvres. Pourquoi Emmanuel Macron balancerait un petit François-Noël Buffet? Il y a eu pas une conspiration, mais voilà, une petite théorie, pas du tout complotiste, mais en soi, comme toutes les propositions que doit faire Emmanuel Macron doivent passer ensuite par le Sénat et doivent être approuvées par le Sénat. Aujourd'hui, le Sénat, il est détenu en majorité, on va dire, c'est en majorité par LR et les macronistes. Donc l'objectif de mettre aussi un François-Noël Buffet à la tête, au poste en tout cas de défenseur des droits, ça lui permet aussi de se racheter, d'acheter le vote des LR au Sénat en mode regardez, ok, j'ai mis des macronistes à ce poste et à ce poste-là, mais regardez, tranquille, je vous mets aussi des gens de votre bord là,
Comme ça, on vote entre nous et on s'accapare, même si on n'a plus le pouvoir en 2027, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que LR a peu de chances d'être au pouvoir, les macronistes aussi, donc l'objectif, voilà, c'est regarder peut-être qu'ensemble, avec nos petites manipulations politiques, on peut toujours être au pouvoir de certaines sphères intéressantes et importantes. Donc voilà aussi l'intérêt aussi dans Emmanuel Macron de, voilà, pourquoi pas proposer un François-Noël Buffet à la tête, voilà, des défenseurs des droits. Après, c'est Sarkozy qui l'a fait, alors bon. Alors, c'est pas Sarkozy qui l'a fait. En réalité, c'est un descendant de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui a été créée par le gouvernement Jospin. Voilà. Ensuite, qui a été repris et changé de nom sous Nicolas Sarkozy. Mais en réalité, c'est pas Nicolas Sarkozy qui l'a mis, c'est Jospin. Voilà. Après, je sais pas dans quel contexte Nicolas Sarkozy l'a mis, mais voilà, de base, ça vient pas de Nicolas Sarkozy. Non, peut-être que c'était aussi un outil pour Nicolas Sarkozy de se dire, regardez, je mets en place des contre-pouvoirs, je change le nom. C'est un peu ce que les macronistes ont fait. Notamment sur la crise écologique. Ils ont, et c'est ce que dit Manuel Bompard, on avait fait le débat il n'y a pas longtemps, mais en gros ils ont créé le fonds vert, je crois que ça s'appelait le fonds vert. En réalité, ils n'ont même pas créé le fonds vert, les macronistes, ils l'ont supprimé une aide, changé le nom, l'appelé fonds vert, puis ensuite ils l'ont dévalué complètement et baissé le budget. Donc voilà, c'est souvent aussi des manips comme ça, en mode regardez, sur le papier, on a l'air d'avoir fait quelque chose, en réalité pas du tout. Donc attention à ça aussi. On s'est fait un petit topo assez rapide de qui est François-Noël Buffet. On s'est fait aussi une petite attention, le défenseur des droits n'a pas tant d'utilité, il en a toujours évidemment, mais toujours tempérons, dosons un peu, regardons un peu à quoi ça sert exactement. Voilà, là aujourd'hui on sait que bon, le défenseur des droits finalement il n'a pas énormément de pouvoir, mais il alerte, et c'est déjà une grande chose évidemment. Évidemment. Donc bon, après voilà, sur le cas de nommer une personne du LR, sur le cas de conflit d'intérêts, évidemment, on peut se dire qu'il y a un vrai problème démocratique lorsque ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, ils dépendent dans leur désignation de l'autorité du coup de Emmanuel Macron, qui sont susceptibles de contrôler leur indépendance même. Bon bah de fait, il y a un problème démocratique. Il y a une impartialité qui est beaucoup plus fragile, et donc voilà, il y a toujours une notion un peu fascisante, un peu antidémocratique qu'il faut toujours analyser. Ça, évidemment, tous les gauchos d'Insta l'ont bien capté. Du coup, faire un petit historique des derniers défenseurs des droits. Donc, la dernière en date étant, par exemple, Claire Hédon. Claire Hédon qui avait déclaré, avant sa prise de poste, je vous laisse écouter ce qu'elle avait dit. Policière, comment vous vous inscrivez dans ce schéma-là ? D'abord, je n'aime pas beaucoup ce terme-là. Je pense il y a un vrai problème sur certains de violence. C'est absolument essentiel. Je n'aime pas le terme général qui voudrait accuser l'ensemble de la police. Il y a tout un travail à faire. D'abord pour les situations qui existent en ce moment, pour que la justice soit faite. Mais voilà, les enquêtes sont en cours et je ne ferai aucun commentaire sur tout ce qui est en cours, vous l'imaginez bien. Et puis il y a tout un travail de formation des forces de sécurité à faire. Et oui, apparemment, pour elle, il n'y a pas de hall policier. Et pourtant, Victor G, comme tu le dis, ACAB, exactement, Philu, ACAB pour toujours, à jamais ACAB dans nos cœurs. À jamais. Mais donc voilà, Claire Hédon, qui à l'époque était une journaliste, qu'on estimait un peu de gauche et tout, qui elle aussi était une gauche en réalité PS, exactement comme vous le dites, de droite, gauche bourgeoise, qui a peur de la violence, pro-flic, qui réfute à condamner tous les policiers. Mais ça, c'était avant, du coup, sa désignation. Et ensuite, vous connaissez, elle est arrivée en 2020. 2020, du coup, 3 ans après, est arrivée sur le papier Sainte-Soline. Même, voilà, une Claire Hédon qui était un peu plus tranquille, un peu plus douce, un peu plus mesurée sur ses propos. Elle avait peur de dire attention, les violences policières. Qu'est-ce qui s'est passé 3 ans après ? Eh bien, la défenseur des droits dénonce les manquements du maintien de l'ordre. Elle critique la gestion par les autorités de la manifestation contre les méga-bassines, qui a fait près de 250 blessés, principalement chez les manifestants, mais aussi chez les gendarmes. On s'en fout, ça c'est le monde. Aussi chez les gendarmes, on s'en bat les couilles qu'il y ait des blessés chez les gendarmes. Quand ils éborgnent et ils tuent des gens, on s'en bat les couilles qu'il y ait un peu de blessés. Pardonnez ma radicalité. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, Claire Hédon ? Les autorités ont adopté une logique de confrontation ayant conduit à un lourd bilan humain. Ah, elle parle quand même tant parmi les manifestants que parmi les gendarmes. Remarque qu'elle est toujours un peu tempérée. Elle est toujours un peu calme. Voilà ce qu'elle fait, Claire. Elle reste dans la douceur. Note all cops. Bien qu'ils soient munis de quad et défoncent à coups de LBD en tir tendu les manifestants. Bon, en tout cas, le constat qu'a fait Claire Hédon était assez accablant pour la police. Les blessés chez les flics, c'est souvent auto-infligé. Alors, quelle tristesse, ça.
Quelle tristesse. Vous avez vu aussi, parce qu'il y a eu des manifestations contre Norsen, c'est un projet encore écocidaire, on peut le rappeler encore une fois. Et il y a les flics qui ont déclenché un incendie là-bas, à cause de leurs tirs. Voilà, ils ont déclenché des incendies. Et ils l'avaient fait aussi l'année dernière, pendant les manifestations, où pendant 1 heure, BFM TV avait balancé sur tous les panneaux la manifestation, regardez, un restaurant a brûlé à cause d'eux. Et finalement, une source montre un policier qui tire comme une merde, comme d'habitude, c'est pour ça qu'il ne faut pas leur donner des armes, sur les... je sais pas comment t'appelles ça, bon bref, les pare-vents, je sais pas comment dire, les pare-soleil, les pare-vents, je sais plus, j'ai plus le mot là comme ça, qui tire et qui fout le feu au truc, et du coup qui brûle le restaurant un peu. Et du coup on a accusé les manifestants et finalement la vidéo est sortie, on dit, ah ouais non, on rétro-pédale, finalement c'est les flics sont cons, les flics sont cons. Voilà ce que Claire Hédon avait dit. On peut aussi se poser la question sur est-ce qu'il y a une institution qui permet de gauchiser les gens. Là on l'a vu chez Claire Hédon, quoique c'était pas très visible parce que Claire Hédon c'était une journaliste un peu de gauche, donc bon, elle avait déjà une fibre et tout, un peu défendre des minorités, bon attention, mais en tout cas le fait est que, voilà, à partir du moment où tu commences à analyser, à étudier en faveur du droit des minorités, bah forcément tu commences à trouver des éléments, des arguments qui viennent à mettre en lumière le caractère répressif et systémique du maintien de l'ordre, des lois et des armes notamment. Le cas de Jacques Toubon est encore plus révélateur. Si vous ne connaissez pas Jacques Toubon c'était un ancien ministre de Jacques Chirac, on en a parlé un peu dans le début si vous n'étiez pas là, de la droite dure de Jacques Chirac, qui était lui nommé par, étonnamment, François Hollande comme défenseur des droits, donc en 2014. Tout le monde, absolument tout le monde, toutes les associations, toutes les personnes en faveur des droits LGBT sont tous montés au créneau en mode Jacques Toubon, est-ce qu'on se fout de notre gueule? Est-ce que François Hollande se fout de notre... Tu vois, pourquoi un François Hollande qui autorise le mariage pour tous, bien qu'il y ait eu plusieurs revirements, il faut vraiment s'attacher à ça. En réalité, François Hollande l'a mis dans ses processus de campagne, mais à la fin, il était plus très attaché à ça et il a vraiment freiné des cas de fer pour empêcher le mariage pour tous. Aujourd'hui, il en profite parce que ça lui a permis d'accueillir une gloire aujourd'hui. Mais en réalité, il a freiné des cas de fer, on en discutera une autre fois. Mais bref, alors pourquoi cet homme a choisi d'élire un Jacques Toubon au défenseur de droit? Et qu'est-ce que ça a fait à cette personne surtout? Et bien en réalité, ça l'a surtout gauchisé, on peut dire. Ça l'a un peu gauchisé. Pourquoi? Et bien parce que, comme je le disais, voilà, c'est une institution d'être défenseur des droits de l'homme qui t'encourage un peu à mettre en lumière tes zones d'ombre. Voilà, à enquêter sur certaines personnes, et bah, tu te rends compte que finalement leurs droits sont bafoués. Donc qu'est-ce qu'il avait fait? On peut se lire ce court truc de Libération sur Jacques Toubon, qui avait dit du coup en partant « Mon seul regret est de partir ». Assez touchant. Jacques Toubon semblait ému ce mercredi 1er juillet pour ses adieux à sa mission de défenseur des droits. Choisi contre toute attente par François Hollande pour succéder à Dominique Baudy, je ne connais pas, il part sur un bilan unanimement salué pour sa défense des libertés publiques et devrait laisser son fauteuil à Claire Hédon, donc qu'on connaît aujourd'hui. Entouré de ses 4 adjoints, l'ex-garde des Sceaux de Jacques Chirac a évoqué une expérience exceptionnelle. Son mandat aurait été marqué par ses critiques des camps de migrants, de l'accueil des mineurs étrangers isolés, des contrôles aux faciès ou encore de l'utilisation des LBD lors des manifestations de Gilets jaunes. Ça, on en avait parlé aussi un peu avant. Il s'est inquiété du non-recours de nombreux Français victimes de discrimination et alerté sur l'évanescence des services publics. En 6 ans, Toubon et son équipe ont rendu 1409 décisions et publié 73 rapports, tous en lien avec l'une de ces 4 missions. Les 4 missions que sont du coup le président qu'endosse le président des défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs des droits, pardon, les relations entre usagers et services publics, la défense des droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations et la déontologie de la sécurité et de la protection des lanceurs d'alerte. Donc l'homme, 73 ans, revient sur les avancées obtenues durant son mandat. Il cite l'introduction du droit à l'erreur en matière sociale, l'autorisation pour les homosexuels de donner leur sang, ou encore la reconnaissance d'un harcèlement sexuel, environnemental ou d'ambiance au travail. Il salue le travail irréfragable de ses agents. J'ai pas la rêve de ce mot. Il note néanmoins certaines difficultés rencontrées, évoque à demi-mot des collaborateurs surchargés. Voilà, on voit à quel point la mission de défenseur des droits est extrêmement difficile parce que chronophage, parce qu'aujourd'hui on a un pouvoir qui systématise aussi les violences envers les minorités. Il regrette notamment n'avoir aucun pouvoir de sanction et s'être vu refuser l'accès au dossier judiciaire de certains cas médiatiques, comme celui des lycéens de Mantes-la-Jolie mis à genoux par des policiers en 2018, si vous vous rappelez pas de ça. Tout est dans le titre. Voilà, il y a eu des gendarmes qui ont mis à genoux des lycéens de Mantes-la-Jolie. Et donc, même lui, Jacques Toubon,
il est en train de dire, regardez, attention, j'ai pu dire tout ça, mais je n'ai pu rien faire, rien mettre en place. Et il y a même des ressources juridiques que j'exigeais d'avoir et que je n'ai même pas pu avoir. Donc voilà où le contre-pouvoir, finalement, il s'arrête assez rapidement. C'est aussi ça le problème. Et il profite de son dernier discours de défenseur des droits pour rappeler l'existence de systèmes de discrimination et de l'intersectionnalité. Lui-même a dit l'intersectionnalité des discriminations que subissent des millions de personnes. Et lorsqu'on demande à Alex Kasich du RPR s'il n'a pas viré à gauche pendant ces 6 ans, il se contente de répondre « Je sors du poste de défenseur des droits comme j'y suis entré » et d'ajouter « J'y ai mis ce que je suis ». Sa successeur, Claire Hédon, choisie par Emmanuel Macron, n'a pas encore été confirmée, ça on s'en fiche. En gros, ce qui est important aussi, c'est de dire « Je sors du poste de défenseur des droits comme j'y suis entré ». Donc c'est-à-dire que d'après lui, il est entré comme un homme de droite, disons, et finalement quand il ressort et qu'il n'a plus aujourd'hui peut-être de fonction pour documenter toute cette lutte qu'il a fait pendant 6 ans, peut-être qu'il en ressortira encore de droite. On verra. En réalité, je pense que finalement, quand tu es traversé par un esprit humaniste, tu le quittes jamais rarement. Quoique, le cas de Robert Ménard, qui avait créé Reporters sans frontières et aujourd'hui, on voit où il est. Donc bon. Aujourd'hui, on peut aussi un peu ouvrir cette conversation avec vous ensemble sur est-ce qu'il existe des institutions qui gauchisent les gens. Bon, moi, en réalité, du coup, je pense qu'il n'y a que elle, il y a aussi la Ligue des droits de l'homme en réalité, et peut-être que l'objectif de la gauche, voilà, moi, c'est ma pensée, peut-être au-delà de prendre le pouvoir, et prendre le pouvoir des institutions, l'objectif, c'est surtout en créer, en supprimer, et en créer des nouvelles qui visent à aller gauchiser, parce qu'en réalité, quand on arrive au pouvoir, petit à petit, on fait des compromis, et finalement, aujourd'hui, on arrive tout le temps à voir des personnes qui, avant, étaient des trotskistes, comme un Jean-Luc Mélenchon, et qui finalement, petit à petit, est obligé de faire des compromis, d'alléger son discours, et finalement de se droitiser, ou en tout cas de ne plus se gauchiser, ça on peut le craindre, et que le déplorer aujourd'hui. Ce qu'on peut, voilà, ce dont on peut discuter, en tout cas, voilà, c'est ça, c'est quelles institutions on pourrait mettre en place pour gauchiser les gens. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quand une personne arrive au pouvoir, il se droitise ? Parce que tu vois, voilà, aujourd'hui, force est de constater, quand tu commences à enquêter sur le réel, tu te rends compte que y a des incivilités, il y a des discriminations, il y a de l'intersectionnalité, il y a des personnes qui ont leurs droits fondamentaux qui sont bafoués, qui sont humiliés de jour en jour. Enfin voilà, moi je rêve, aujourd'hui, tu vois, moi ce qui me manque un peu, notamment dans la FI, c'est de programmer, d'invoquer sur le débat public, de trouver des nouveaux ministères, de nouvelles choses qui nous permettra, une fois au pouvoir, de gauchiser un peu les gens. Tu vois, par exemple, il y avait un Geoffroy de la Gannerie qui avait parlé de « Ok, il y a des droits de la famille, il y a un ministère de la famille, pourquoi il n'y a pas un ministère de l'amitié ?» On rigole, mais en vrai, pourquoi pas ? Est-ce que ça serait une institution qui arriverait à gauchiser les gens, voilà, qui arriverait à donner un peu plus de pouvoir aussi à certaines personnes ? Macron a fermé plein d'observatoires et plein d'ONG ont souffert de la fin de l'ISF. En plus de ça. Mais déjà, en plus de ça, voilà. En plus d'avoir des institutions qui droitisent, on a en plus des personnes qui se droitisent d'autant plus. On a vu Macron, cas d'école, et tous les... Bon, après, c'est des socialistes. On peut pas dire qu'ils étaient tant de gauche que ça, mais je veux dire, aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont en train de voter avec l'extrême droite. Même si on dit que le PS n'est pas de gauche et de droite, on voit quand même tendre des personnes qui, à mesure qu'ils vieillissent, à mesure qu'ils travaillent, ils ont tendance à se droitiser. Bon, aujourd'hui, peut-être que l'utopie socialiste qu'on rêverait, ça serait arriver au pouvoir, les personnes se gauchisent. Bon, et pour ça, pour moi, il n'y a pas 50 000 questions à résoudre, ça serait la fin du suffrage universel. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas des personnes qui sont déjà bourgeoises et petits bourgeoises qui vont nous apprendre à ça. Je trouve par exemple les conventions collectives sont un exemple parfait d'institutions qui gauchisent les gens. L'objectif, c'est de prendre 300 personnes tirées au sort, au hasard, dans la population. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de personnes qui seraient d'extrême droite. Tu les mets devant des scientifiques qui te balancent des vérités. Qu'est-ce que font ces gens ? Et au final, la Convention citoyenne pour le climat, je sais plus combien il y a eu de lois, mais presque 200 qui ont été jugées comme radicales, mais ces 300 citoyens, en toute âme et conscience, ont dit oui, il faut mettre ça en place pour nous éviter d'avoir la canicule qu'on connaît aujourd'hui. Emmanuel Macron n'en a récupéré qu'une seule. Voilà. Ça, par exemple, c'est un cas d'école, je trouve, un cas d'institution qui peut être extrêmement intéressante pour gauchiser les gens. Clémence Guettet va faire une proposition à l'ASPE pour une reconnaissance légale du statut d'amitié. Oui, j'ai pu voir aussi, elle a voulu faire ça, c'est vrai. J'ai pas parlé de ça. Clémence Guettet avait, à l'Assemblée nationale, avait fait pas une réunion, mais un événement pour l'amitié.
J'y avais été et tout, c'était trop bien. Il y avait genre 2 colloques, on va dire, 2 colloques avec 5 intervenants chacun, 10 en tout, sur qu'est-ce que mettre en place pour sauver l'amitié, pour la faire s'institutionnaliser. Voilà. Les trucs centrés sur la famille, souvent, c'est juste pour exclure les queers. Oui, bien sûr. Et même pas que les queers. Aujourd'hui, tu vois, il y a même des queers qui sont très centrés sur la famille aujourd'hui. Hein. Enfin, du coup, pas des queers, pardon, mais plutôt des personnes LGBT. Voilà, l'objectif, voilà. Aujourd'hui, on tend à voir, typiquement, des Jean-Philippe Tanguy, voilà, des personnes LGBT qui sont d'extrême droite et qui prônent toujours les droits de la famille. C'est pas pour rien. Si Pétain avait dit Dieu, famille, patrie, je trouve que c'est vraiment un bon exemple de attention, s'il a dit ça, peut-être qu'il faut s'éloigner de la religion, de la famille et de la patrie. Donc oui, effectivement, les institutions familiales servent à toujours plus dans une logique libérale, capitaliste, de reproduction aussi des discriminations, des oppressions. Macron a mis un vu et s'en fout à la Convention citoyenne. Ouais, ça c'était ouf, hein. Parce qu'il a dit non, regardez, je vais mettre en place la Convention citoyenne. Regardez, je suis novateur. Une nouvelle démocratie pour ce pays. Rien du tout. Il s'est pas dit, en fait il s'est dit, je vais leur faire plaisir, ces trous du cul, ces attardés de gueux, ils ne vont pas savoir quoi mettre en place, ils sont trop cons pour décider. Bon, ils ont proposé un truc de fou. Macron est le champion de ça, vous vous rappelez des cahiers de doléances, du grand débat? Oui, complètement. Il en a fait des simulacres de démocratie que vous pouvez ignorer. Oui, bien sûr. C'était le Macron 2022. Attends, quoique les conventions citoyennes, c'était avant 2022 même. Dans ma tête, c'était pour se faire élire en 2022, mais attends, convention citoyenne pour le climat. C'était avec Cyril Dion, je crois, en 2021. Ouais, je pense qu'il a dû faire ça juste avant son élection de 2022. Du coup, oui, c'était clairement électoraliste, quoi. Mise en place en octobre 2019, là, c'est écrit. Cette initiative rassemble 150 volontaires représentatifs de la population française sélectionnés par tirage au sort. Bon, bah voilà. Typiquement une institution qui gauchise les gens. Bref, voilà. Voilà un peu sur le cas François-Noël Buffet. Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui? Quel pion met en avant Macron pour tenter de rester un peu au pouvoir et d'empêcher aussi les manœuvres de la contre-politique qui va se faire avec Mélenchon aussi, qui arrivera président en 2027. Mais voilà, très intéressant le cas François-Noël Buffet. Moi je me dis, il y a des chances, espérons. Aujourd'hui on n'est pas sur un Jacques Toubon, hein, l'extrême droitisation de LR. Je pense que c'est une droite aujourd'hui, LR, qui est beaucoup plus dure qu'elle l'était sous Chirac, quoique. Mais en tout cas, j'aime à croire qu'un François-Noël Buffet, de toute manière, maintenant, on ne peut plus rien faire. Il faut toujours militer, comme le font plein d'associations, les pétitions et tout. Mais aujourd'hui, bon, le fait est que dans 5 jours, il sera sûrement défenseur des droits et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'empêcher. Mais peut-être, peut-on espérer une institution qui gauchise, comme ça a été fait sur Jacques Toubon, qui gauchise cette personne. On va voir. On va voir au terme de 2031. 2032 même, ce qui va se passer.